Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos. Tu sais, plus on creuse dans ce rapport, repenser la résilience, s'adapter à un climat en mutation, plus il révèle la manière dont on envisageons la préparation pour l'avenir. Oui, absolument. Il remet en question l'idée que cette résilience ne peut être construite que par les gouvernements à travers de grands projets d'envergure. Exactement. Le message principal que j'en retiens, c'est que nous devons changer de perspective. Au lieu de ne compter que sur des initiatives menées par l'État, le vrai pouvoir réside en l'autonomisation des individus. Les ménages, les exploitations agricoles, les entreprises leur permettent de s'adapter eux-mêmes. C'est l'essentiel. Le chemin le plus efficace vers la résilience climatique commence avec les individus. Et ça commence par quelque chose de très fondamental, la croissance économique. Donc ce n'est pas que construire de meilleures digues, mais surtout construire des économies plus fortes. C'est exact. Les données sont très claires. Une augmentation de 10% du PIB par habitant réduirait d'environ 100 millions le nombre de personnes les plus vulnérables au choc climatique. Waouh, 100 millions, c'est énorme. Oui, et si l'on regarde vers l'avenir, seulement la croissance des revenus devrait représenter environ 80% de la baisse de la mortalité liée à la chaleur d'ici la fin du siècle. Mais il y a un obstacle majeur, Lequel? l'énorme incertitude, notamment dans les pays plus pauvres et plus vulnérables au climat. Les gens ont ce que l'on appelle une aversion à l'ambiguïté. Quand on ne peut pas être sûr de ce qui aura lieu, ça peut mener à l'inaction ou à des mauvais choix. Donc le problème n'est pas seulement le choc climatique lui-même, c'est de ne pas savoir. C'est le manque d'outils pour transformer cette grande incertitude effrayante en un risque que l'on peut réellement gérer. Exactement. Et c'est par là que la politique doit commencer. D'abord, en fournissant des informations crédibles et accessibles. Les lacunes de données sont énormes. De quelle ampleur on parle ici? Eh bien, par exemple, l'Afrique subsaharienne compte seulement 1,6 stations météorologiques par million d'habitants, tandis que les États-Unis en ont 217. 217 contre moins de 2. C'est incroyable. Et j'imagine que cela affecte aussi la qualité des données. Oui, la précision des prévisions météo est bien plus faible dans les pays pauvres. Dans un pays à haut revenu, une prévision à 7 jours peut être plus exacte qu'une prévision à 1 jour dans certains pays à faible revenu. Donc ils ont moins d'informations et moins de temps pour se préparer. Et, et ça, c'est que j'adore. Il est bénéfique de réduire cet écart. Les systèmes d'alerte précoce ont un ratio bénéfice-coût d'environ 9 pour 1. Ah, je comprends mieux. Alors en termes pratiques, ça a l'air de quoi? En Inde, il y a eu un cas où des agriculteurs ont reçu des prévisions de mousson à long terme, précises. Grâce à ces informations, ils ont pu augmenter leurs profits et la consommation alimentaire de leur famille de 7%. Ce sont des vies transformées. Donc l'information est la première étape. Le rapport parle aussi du renforcement des marchés de la finance et de l'assurance. Oui, l'accès au financement est un tampon essentiel. Une étude mondiale a constaté que l'impact négatif des journées chaudes sur l'apprentissage des élèves était plus bas dans les endroits où l'accès au crédit s'améliorait. Donc avoir une petite flexibilité financière aide une famille, et donc leur enfant, à traverser une période difficile sans conséquences durables. Exactement. Au Nigeria, les ménages agricoles ayant un compte bancaire ont pu maintenir leur consommation après une sécheresse ou de fortes pluies. Ceux qui n'en avaient pas n'ont pas réussi. Un compte bancaire agissait comme un excellent amortisseur. Mais je vois un point de friction. Le rapport mentionne que les marchés de l'assurance ne couvrent pas vraiment les plus grands risques. C'est un sujet très délicat pour les décideurs. En Inde, par exemple, les produits d'assurance se sont éloignés de la couverture des événements catastrophiques rares pour se concentrer sur des événements plus fréquents et modérés, ce qui laisse les agriculteurs moins protégés contre les catastrophes qui peuvent les anéantir complètement. Donc le marché évite les plus grands risques, justement lorsque les gens en ont le plus besoin. Ce qui nous mène au troisième levier politique. Investir dans des infrastructures qui relient les marchés. Oui, car les marchés bien intégrés agissent eux-mêmes comme une forme d'assurance. Revenons au Nigeria. Les ménages agricoles situés loin d'une route subissent des baisses de consommation importantes après des conditions météorologiques extrêmes. Parce qu'ils ne peuvent pas faire entrer ou sortir leurs produits facilement. Exactement. Mais les familles vivant à moins de 5 km d'une route réussissent à stabiliser leur consommation. Une simple route les relie à un marché plus vaste, ce qui leur donne des options.
Et en Inde, les agriculteurs qui vendent sur des marchés plus compétitifs gagnent 5% de productivité en plus pour chaque journée de chaleur extrême. La concurrence les aide à s'adapter. D'accord, donc le premier renseignement est clair. Donner aux gens les informations, les outils financiers et accès au marché. Mais cela nous amène au deuxième résultat clé qui m'a vraiment surpris. Il concerne la manière dont une aide publique mal conçue peut se tourner contre elle-même. Oui, c'est très important. Les subventions, les renflouements, même la protection sociale, s'ils ne sont pas conçus avec soin, ils peuvent créer ce qu'on appelle un aléa moral. Quand les gens prennent plus de risques parce qu'ils croient que le gouvernement les sauvera. Exactement. Cela peut accroître la vulnérabilité à long terme. Prenons l'assurance subventionnée. Dans l'Andhra Pradesh, en Inde, les agriculteurs qui bénéficient d'une assurance subventionnée avaient 6 points de pourcentage de plus de probabilité de planter des cultures sensibles au climat. Donc le filet de sécurité les incitait à prendre un pari plus risqué, les rendant plus exposés au climat, pas moins. Oui, et ces subventions sont souvent mal orientées. Dans le principal programme d'assurance récolte en Inde, les subventions sont plus élevées dans les districts plus riches, tandis que l'adhésion est plus faible dans les districts pauvres. D'accord. Un autre domaine concernait les infrastructures de protection, comme les digues. La plupart des gens pensent que c'est toujours une bonne chose. Mais les données racontent une autre histoire. Ces infrastructures peuvent attirer des populations et des capitaux dans des zones à risque. Une évaluation d'une digue proposée à Jakarta a montré qu'elle pourrait entraîner une concentration encore plus forte d'habitants derrière elle. Donc on construit une digue, les gens se sentent en sécurité, et ils s'installent dans une zone qui est en réalité dangereuse. Et si on inclut le coût de cette migration vers la zone de risque, ça double le coût réel du projet. Ensuite, il y a aussi la question de l'insécurité foncière. Dans le monde, environ 70% des terres n'ont pas de titre sécurisé. Les gens ne peuvent pas investir dans la résilience de leur logement s'ils n'en sont pas propriétaires de manière sécurisée. Tout est nié. On dirait une toile d'incitation. Et la protection sociale. Elle est censée aider les pauvres. Elle est essentielle, mais elle peut décourager la mobilité nécessaire si les prestations sont attachées à un lieu fixe. En Inde, la loi nationale de garantie de l'emploi rural, la NREGA, a presque complètement arrêté la migration saisonnière en réponse aux vagues de chaleur dans certains États. Ce qui pourrait piéger les familles dans des zones qui deviennent de plus en plus vulnérables. C'est un équilibre très difficile pour les décideurs. Oui, et le dernier élément, c'est la régulation de l'usage des sols. Une réglementation trop stricte dans les zones urbaines sûres peut étouffer l'offre de logements abordables. Cela pousse les pauvres dans des quartiers informels situés précisément dans les zones les plus exposées aux inondations et autres dangers. On le voit très clairement sur les cartes de Taka, où les quartiers informels sont concentrés dans les zones inondables. Tous ces points évoquent un changement de perspective. Construire la résilience, ce n'est pas seulement ériger des barrières en béton, c'est lever les obstacles économiques et de données. C'est concevoir des politiques qui donnent le pouvoir aux gens de faire leurs meilleurs choix personnels plutôt que de créer des incitations qui encouragent involontairement le risque. Quand les individus, les agriculteurs et les entrepreneurs ont accès à l'information, au financement et à des marchés compétitifs, ils deviennent la force d'adaptation la plus puissante. Voilà la voie à suivre. Je vous passe la parole, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.